Donc, on va débuter la dernière session, qui est une table ronde entre différents acteurs de la filière et qui va être animée par Marie-Hélène Geoffroy. C'est bon, ouais, vous m'entendez? Merci. Je crois qu'on a juste une petite annonce à vous faire, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé, mais a priori, les diaporamas qui vous ont été présentés seront disponibles sur le site en fait, de cette journée, le site internet de cette journée. Voilà. Donc, oui, je me présente, Marie-Hélène Geoffroy, je suis directrice de recherche à l'INRAE, à l'UMR Agronomie à Saclay, et je travaille sur la reconception des systèmes pour la transition des systèmes alimentaires. Donc, comme l'a dit Laure, en fait, après cette journée qui a été riche et dans laquelle on a eu pas mal de présentations venant plutôt de la R&D, en fait, on a pensé important de pouvoir discuter, interagir. Je ne sais pas si on va y arriver avec notre magnifique table ronde qui est rectangulaire, mais avec différents acteurs de la filière, puisqu'on a vu déjà dans les exposés précédents, juste avant, qu'il n'y a pas de changement important possible sans l'ensemble des acteurs de cette filière. Donc, en fait, sur notre table, tout de suite, je vais présenter nos invités par ordre de parole. Souvenez-vous. Donc, on aura d'abord Pascal Pinault, qui est agriculteur, arboriculteur, qui travaille avec l'organisation Pomme Évasion, qui a du conventionnel et du bio sur son exploitation, qui a des vergers de pommes et de poires, si je ne me trompe pas, et donc qui représente le maillon production de notre filière. Ensuite, on écoutera Rémi Baudouin, voilà, qui est responsable à l'Institut français des productions cidricoles, l'IFPC, et donc qui représentera le maillon à la fois plutôt de la production aussi, mais vous voyez plutôt centre technique en fait, et il pourra nous parler aussi un petit peu de l'interprofession, mais voilà. Ensuite, on écoutera Philippe Blouin, qui représentera le maillon plutôt transformation, puisque Philippe Blouin, vous êtes directeur des achats chez Materne, avec notamment derrière la filière Pomme-Pot, et avec une démarche de verger éco-responsable, donc vous nous en parlerez aussi. Ensuite, on aura Marianne Naudin, voilà, qui représentera le volet distribution, qui est experte filière fruits et légumes durables chez Lidl, donc un distributeur en effet, et qui nous parlera aussi de démarche filière agriculture durable. Et enfin, Delphine Taillez, qui est directrice de l'APRIFEL, l'Agence pour la recherche et l'information en fruits et légumes, et qui représentera plutôt le volet consommateur. Donc, vous voyez, on a essayé d'avoir l'ensemble des volets de la filière. Donc, ce que je vous propose comme organisation pour cette table ronde, c'est d'abord qu'on va écouter nos 5 intervenants à la suite, ça sera plus facile en fait. Et ensuite, on va donner la parole à la salle. Donc surtout, vous notez vos questions pour pas qu'il y ait trop de blanc après l'intervention de nos invités. On donnera d'abord la parole à Avignon, puis ensuite à Angers. Voilà, donc préparez vos questions. Et puis le chat des étudiants si vous avez des questions. Donc je vais démarrer. Je vais démarrer par Pascal Pinault. Donc à peu près en 5 minutes, vous allez avoir 5 minutes chacun. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots d'abord de votre exploitation et puis surtout de la stratégie et des actions que vous mettez en œuvre pour essayer de réduire ces produits phytosanitaires? Donc je me lance. Donc Pascal Pinault, producteur dans le Maine-et-Loire, à 1 heure d'Angers. Donc on a une exploitation avec mon épouse sur 240 hectares de vergers. On a 3 métiers, on est producteur, stockeur et conditionneur. Nous, on y voit un intérêt entre stockage, conditionnement et le verger pour faire des allers-retours et voir un peu les problématiques qui se soulèvent, surtout avec les changements climatiques qui s'opèrent en ce moment. Donc 240 hectares de verger, pommes et poires uniquement, enfin c'est déjà pas mal, et 25% du verger en agriculture biologique, certifié agriculture biologique. L'ensemble du verger est géré en agroécologie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'agroécologie? Il y a eu toutes les définitions. On essaye, nous, dans notre verger, de maximiser la biologie. Alors, on n'a pas trop parlé aujourd'hui, mais ça commence par le sol. Voilà. Maximiser la biologie dans le sol et dans le verger.
je résume, parce que sinon je peux dépasser largement les 5 minutes. En fil rouge, c'est maximisation de la photosynthèse, ce qui veut dire plante, maximum de verre dans le verger. Le but de ça, j'ai commencé il y a une quinzaine d'années à faire ça, cette démarche. Bon, je n'avais pas toutes les clés il y a 15 ans, mais j'avance chaque année. Le but de ça, c'est de se dire, on met en place un système assez résilient, assez robuste, pour avoir un arbre qui se développe dans un milieu sain. Voilà, c'est le One Health, la santé unique. L'objectif premier étant forcément d'améliorer les pratiques, comme on l'a vu toute la matinée. Ça fait un moment qu'il y a les défis fermes, on baisse les IFT, etc. etc. L'objectif principal est d'éviter d'avoir à intervenir. Alors quand on dit intervenir, ce n'est pas uniquement les produits phyto, c'est là que je mettrai un bémol. On peut faire plus de dégâts par une action physique, un labour, qu'une intervention phyto. Donc le but, c'est de produire de la biodiversité, maximiser la photosynthèse, faire un système plus résilient, et effectivement, avec les trois principes, c'est on abrite, on protège la biodiversité, on la nourrit, c'est ce qui est le plus compliqué, parce que plus on crée de biodiversité, plus il y a de micro-organismes, plus il faut les nourrir, parce que sinon, s'ils n'ont pas à manger, c'est comme nous, ils meurent, ils partent. Donc ça fait partie, c'est un axe assez fort du métier. Et puis après, c'est d'éviter de faire des allers-retours, de faire des actions qui peuvent faire l'inverse de ce qu'on a mis en place. Donc ça peut être des pratiques, application de produits phyto, mais pas que. Il y a des produits naturels de synthèse qui sont bons. Enfin voilà, des pratiques physiques, comme je l'ai dit, des herbages mécaniques, des fois c'est pas forcément mieux. Mais c'est pas suffisant en soi. On est toujours obligé d'intervenir du fait des changements climatiques assez violents qu'on opère. Là. On a eu le cas l'année dernière, il a fait très très chaud l'été dernier, donc on a une canicule, donc c'est les variétés précoces qui ont souffert, et là cette année on a eu une pluviométrie assez abondante pour la cueillette, et là ça va être plutôt les variétés tardives. Donc on essaie de faire quelque chose de structuré, mais avec des changements climatiques qui sont assez violents, qui sont assez perturbants, et même si on a toujours l'impression d'être un peu en retard. Voilà ce que je peux dire pour résumer. Ouais, super, merci. Du coup, on va passer à Rémi Baudouin. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près, en gros, quelles sont les pratiques des cidriculteurs du point de vue des phytos, et finalement la stratégie et les actions que l'IFPC met en place pour aider, accompagner les cidriculteurs à réduire, s'il y a encore à réduire. Bonjour à tous, Angers et Avignon. Donc, peut-être avant de commencer globalement entrer dans le détail, en fait, la filière cidre, c'est à peu près 9000 hectares. Voilà, pour vous donner un peu un ordre de grandeur, 200 000 à 250 000 tonnes de pommes par an, 2000 producteurs, 35% des surfaces qui sont en bio, et puis un IFT moyen entre 7 et 9. Donc voilà, on n'est pas très haut en IFT. Alors, il y a quand même quelques raisons pour expliquer cela. On a du matériel végétal qui est relativement résilient, et puis notre fruit ne voit pas le consommateur. Voilà, c'est une pomme qui est exclusivement destinée à la transformation. Donc voilà, ça fixe un peu le cadre où on est. La demande qu'on a effectivement de notre profession, parce qu'on est sans technique de filière, c'est effectivement de voir si on peut pousser un peu plus cette baisse d'utilisation des produits phytosanitaires. Alors, à cet IFT-là, on est quand même déjà dans le dur. Pour réduire, il faut quand même pas mal travailler. Et les actions qu'on a eues, effectivement, elles ont été déclinées tout au long de la journée, là, efficience, substitution, reconception. Alors, je viendrai peut-être sur le mot reconception, qui est peut-être à notre typologie de verger un outil qui peut encore être efficace, avec des approches systèmes sur lesquelles l'Institut travaille depuis maintenant quasiment une quinzaine d'années. Alors, plusieurs projets qui ont été financés, soit par du CASDAR, soit par du défi XP Ecophyto. Et on a des vergers, et c'est ça qui est important, le message que je veux faire passer, des vergers de démonstration
entièrement reconçus et qui servent de terrain d'expérimentation. Alors, on en a moins d'une dizaine, mais globalement, on va toucher des arboriculteurs qui vont, dans ces parcelles-là, prendre des risques. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont indemnisés. Et on va discuter. Alors, voilà, je pense qu'Arnaud Dufis a donné des exemples. Il peut y avoir des jeux pour favoriser la reconception. Mais bon, nous, on fait ça avec les conseillers herbaux des chambres, avec qui on travaille. Et l'objectif, c'est, dans ce terrain, d'essayer de diminuer les phytos avec un objectif, parce que tous les producteurs ne vont pas forcément avoir le même objectif. Et globalement, c'est une appropriation de ce qui va marcher chez le producteur derrière, qui va transmettre à ses pairs. J'aime bien ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Michel, l'idée d'ambassadeur. Alors, c'est relativement efficace parce que les gens qui s'approprient ces techniques-là ont vu un de leurs pairs et se disent « il le fait, je peux le faire ». Ces vergers aussi d'approche système ont aussi un intérêt pour l'Institut pour pouvoir communiquer. Voilà, on fait tous, comme le STIFL, d'autres instituts, des journées techniques, des plaquettes, du site internet. Voilà, donc on essaye de toucher le maximum de gens. Et puis, je dirais, un des bénéfices aussi qui se passe, c'est les conseillers herbaux sont partenaires de ce travail-là. Donc derrière, dans ces parcelles, ils s'autorisent à prendre des risques, comme le producteur. Et derrière, eux, c'est bien, c'est-à-dire qu'ils peuvent mesurer sur des temps longs, sur une dizaine d'années, voilà, ce qui va marcher et ce qui ne va pas marcher. Et il y a des choses qui ressortent, le mélange variétal, alors pas forcément sur le rang, on avait des parcelles comme ça qui marchaient relativement bien, mais d'un rang sur l'autre, pouvoir effectivement mélanger les variétés, pourquoi pas les espèces aussi. Donc ça, c'est des choses qui, dans leur tête de conseillers, sont bien appropriées et qui peuvent du coup faire passer à beaucoup de producteurs. Il y a aussi la gestion de la tablure avec des valeurs de rime plus élevées qui sont aussi qui ont pu être éprouvées sur un temps long. Voilà rapidement. Je pense que j'ai à peu près respecté le cahier des charges. Parfait, vous êtes parfait. Je passe à Philippe Blouin. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire aussi, chez Materne, quelle est la stratégie que vous aviez par rapport à cette réduction des phytos et quelles actions vous mettez en place pour essayer d'atteindre, d'aider, en fait, d'accompagner cette réduction de l'usage? Bonjour à tous. Alors, juste en quelques mots, en fait, Materne fait partie d'un autre groupe qui est le groupe Bell, qui est connu pour ses produits fromagers. Et en fait, chez Materne, on a pris la décision, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, d'être 100% pommes françaises. Ça veut dire que la totalité des pommes qui rentrent dans nos produits sont issues du verger français. Et depuis 2018, verger éco-responsable. Donc on a voulu prendre cet engagement parce qu'on pense que le système français est vertueux. Donc il y a pas mal de producteurs dans l'Assemblée, que ce soit ici ou à Avignon. Donc le système est vertueux et on croit dans ce système. Néanmoins, il faut continuer à avancer. Il faut avancer parce qu'on doit apporter une forme de résilience. Il faut qu'on puisse continuer à produire. Notre objectif, c'est de vendre de la compote. Donc il faut bien entendu qu'on trouve des pommes. Ces pommes, on achète des pommes, soit de vergers dédiés pour une petite partie, mais le gros de la troupe, c'est de l'écart industrie. Donc tout à l'heure, on a parlé de valorisation de la belle pomme d'un côté, et je qualifierais de la pomme moche, mais elle est tout à fait belle, pour l'industrie. Et donc, il faut réussir à trouver un consensus entre le marché de table et nos ambitions. Donc, première étape qui a été donc effectivement ce partenariat avec Verger éco-responsable et d'être 100% pommes françaises. À l'intérieur du groupe, on a décidé et on a pris un engagement d'être, à horizon de 2030, 100% des pommes et du lait que nous mettons dans nos produits, et ça à l'échelle mondiale, seront issus de fermes et d'exploitations conduites en agriculture régénératrice. Et donc, d'ici 2030 et 2035 sur nos matières premières clés. Donc pour nous, aujourd'hui, l'agriculture régénératrice, c'est quoi? C'est de travailler sur 6 piliers. Le premier étant la régénération des sols, la fertilité des sols, le second étant le carbone du sol, le troisième point, la réduction des intrants, donc c'est notre sujet. Le quatrième point, la biodiversité, le cinquième, la gestion de l'eau, et enfin l'impact social, puisque tout ça doit se concevoir dans l'entièreté de son écosystème. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec différentes entreprises productrices de pommes avec lesquelles nous mettons en place des proof of concept, des essais qui vont nous permettre de montrer qu'en évoluant sur des pratiques, on doit pouvoir atteindre cet objectif de régénération dont la réduction des intrants fait partie.
Bien entendu, la difficulté du sujet étant que tout ce modèle puisse fonctionner avec une rémunération suffisamment attrayante pour les producteurs et un modèle économique nous concernant qui soit aussi satisfaisant. Merci. Est-ce que vous rencontrez des freins dans cette dynamique? Alors, des freins, oui, parce que en fait, il y a pour l'instant le sujet du coût et de la prise de risque. Mon voisin disait il y a une prise de risque, bien entendu, parce qu'on change des choses. On part parfois vers de l'inconnu, même s'il y a beaucoup d'expérimentation, mais une expérimentation vaut dans un territoire, dans un écosystème, et ce n'est pas forcément la représentation de la totalité des conditions pédoclimatiques que nous avons en France, aux États-Unis, parce que on est principalement sur ces deux territoires, sur la pomme. Et donc, le sujet est de l'accompagnement des producteurs sur la modification des pratiques. Et derrière ça, à un moment, c'est aussi l'accompagnement des producteurs voudra dire aussi qu'il faudra pouvoir le valoriser auprès des consommateurs. Et donc, le suivi des consommateurs et des distributeurs, enfin d'abord des distributeurs et des consommateurs, sera de toute façon un sujet. On doit tous se mettre en marche vers cette transition. Le sujet des pesticides ou des produits phyto auprès des consommateurs est quand même un sujet compliqué, et je ne vais pas dévoiler... Enfin, je ne connais pas ton intervention, mais voilà, mais c'est un sujet compliqué, c'est difficile de dire il y en a moins. Alors déjà, moins, donc ça veut dire qu'il y en a, ça veut dire quoi? Donc c'est quand même un sujet un peu compliqué pour les consommateurs. Donc voilà, il faut que tout ça s'inscrive dans un contexte de valorisation, de savoir-faire, de proximité, pour que toutes les parties prenantes puissent effectivement prennent part à ce que je qualifierais d'effort de guerre sur cette fameuse transition et de résilience. Merci. J'ai encore juste une question par rapport à ce paysage, en fait, enfin cet objectif que vous avez d'aller vers 100% d'agriculture régénératrice. Comment vous allez vous y prendre? Vous accompagnez chaque producteur ou vous mettez en place des cahiers des charges à respecter? Alors, cahier des charges, une bonne question. Tout à l'heure, on disait qu'il y avait une multiplication des cahiers des charges. Effectivement, il y a une multiplication des cahiers des charges et c'est un premier écueil. Je ne l'ai pas mis dans les freins, mais c'est vrai que c'est un écueil que l'on a à chaque fois qu'on discute avec l'ANPP principalement, puisque c'est notre premier vecteur de discussion sur le changement des pratiques. Et on voit que sur les sujets d'agriculture régénératrice, aujourd'hui, il n'y a pas de définition. Donc, chacun y va de son couplet, de son chapitre. Et donc, l'une des problématiques pour nous va être aussi de pouvoir fédérer un collectif. Alors, on a monté une alliance, mais il y a aussi des alliances un peu plus globales comme SAI qui est en train de se mettre en place et définir des référentiels. Et on espère qu'on puisse avoir un référentiel, puisqu'en fait, c'est finalement pas tant un avantage pour l'entreprise A ou l'entreprise B. Je crois qu'on a un vrai rôle à jouer sur les... Je vais parler d'éducation, mais de transformation et d'éducation des consommateurs, et qu'il va falloir aller dans cette direction. Alors, pour rentrer un peu plus précisément par rapport à votre question, est-ce qu'on accompagne chacun des agriculteurs? Alors, pour l'instant, encore une fois, on est dans une phase expérimentale. L'objectif de la phase expérimentale, c'est de chiffrer tout ça. Ça veut dire quoi? C'est moins de rendement, plus de rendement, ça coûte plus cher, ça coûte moins cher. Et donc, quel est le coût de tout ça? Et à un moment, effectivement, si on veut avancer, il faudra effectivement qu'on puisse participer, encore une fois, sur l'ensemble de la filière. Merci beaucoup. Donc, on va passer à Marianne Naudin cette fois. Donc, de chez Lidl. Donc, même question, en fait, quelle stratégie vous avez chez Lidl et quelles actions vous mettez en place pour essayer d'accompagner cette réduction de l'usage des phytos chez les producteurs? Bonjour, merci pour l'invitation. Peut-être replacer déjà Lidl France dans ce paysage arboricole. Donc Lidl France, c'est le deuxième distributeur en termes de volume et de chiffre d'affaires au niveau des fruits et légumes. On est aussi un distributeur très engagé pour les filières françaises. Par exemple, en arboriculture, c'est 100% de pommes françaises, sauf sur la Pink Lady où on a une période d'import obligatoire. Alors sur la pomme, mais aussi sur les autres fruits. Par exemple, en pêche, nectarines, rondes et abricots, sur la période d'été, donc de pleine production, on est en 100% français. Pas de premier prix espagnol.
Donc voilà, ça c'est juste pour replacer le cadre et les engagements historiques de Lidl pour la filière arboricole. On est aussi 100% verger éco-responsable pour la pomme, la poire, la pêche, l'abricot et la nectarine. Donc venons-en à notre stratégie filière fruits et légumes durables. Alors pourquoi une stratégie filière fruits et légumes durables chez Lidl ? Alors c'est parti en 2016 de la course zéro pesticide de Greenpeace où tous les distributeurs ont été mis en concurrence sur cette question des pesticides, notamment sur la filière pomme et la filière pomme de terre. Et donc, branle-bas de combat chez les distributeurs, ils y sont allés chacun de leur cahier des charges, toujours plus ou moins mieux-disant, sans forcément consulter les producteurs derrière. Alors, Lidl, nous, on a fait le choix de prendre un pas de recul par rapport à ça. Et donc, on n'a pas fait de cahier des charges spécifique et on a mis un peu de temps à se mettre aussi en ordre de marche. Et donc, en 2019, on a commencé ce qu'on appelle notre stratégie filière fruits et légumes durables. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est ? L'idée, c'est de définir en co-construction avec nos fournisseurs des feuilles de route avec des objectifs de résultats sur tout un tas d'enjeux, pas seulement la question des pesticides. L'idée, c'est d'être sur une démarche holistique, donc qui va traiter des questions de biodiversité, donc bien évidemment des pesticides, mais aussi de diversité des espèces, de sol ou encore de déforestation si on est sur des filières d'import. On a aussi les questions climatiques, d'émissions de GES, mais également d'adaptation au changement climatique, les questions d'eau, très importantes en fruits et légumes, et tout ce qui est questions sociales, conditions de travail et rémunération. Donc tous ces enjeux, on les a mis sur la table avec les fournisseurs, des fournisseurs pilotes sur la filière pommes et poires. Donc c'est un travail qu'on a commencé en 2022. On a 4 fournisseurs autour de la table, donc à la fois des producteurs expéditeurs et des coopératives et plus des négociants liés à des OP. Donc avec une diversité d'acteurs en termes de fournisseurs. Et donc pour chacun des enjeux, on a défini des objectifs à court, moyen, long terme et des indicateurs qui vont nous permettre de monitorer ces objectifs et aussi des actions concrètes. Donc si on prend la question des pesticides, on a défini un engagement global d'avoir un plan pesticide d'ici 2030 avec des objectifs à la fois qualitatifs, donc se mettre d'accord sur une liste de molécules qui posent problème d'un point de vue de la santé et de l'environnement. Alors, pas forcément avec des interdictions derrière, mais plutôt se poser sur cette liste, se mettre d'accord avec les fournisseurs et se dire comment on arrive petit à petit à réduire le plus possible ces molécules en priorité. Et après, l'autre aspect du plan, donc c'est l'aspect quantitatif de réduction globale. On s'est aligné sur la stratégie Farm to Fork au niveau européen avec un objectif de réduction de 50% à l'horizon 2030. On sait que ce n'est pas facile. Nos fournisseurs nous le rappellent à chaque comité. Et l'idée derrière cet objectif, c'est d'abord de mettre en place des outils pour monitorer cette réduction, donc typiquement l'IFT, et de voir au fur et à mesure comment la filière avance sur le sujet. En actions concrètes qu'on a pu mettre en place dans cette optique pesticide, mais aussi en lien avec l'enjeu gaspillage alimentaire, du côté Lidl, je vais moins parler des actions fournisseurs parce qu'ils en parleront beaucoup mieux que moi, mais en tout cas, nous, côté grande distribution, on travaille sur la filière pomme-poire sur 2 principales actions pour accompagner cette réduction des pesticides. Donc ça va être d'abord en pomme sur l'intégration dans notre gamme distributeur de plus en plus de variétés résistantes ou tolérantes à la tavelure. Et en poire, l'idée pour accompagner aussi, parce qu'en poire on n'arrive pas à être 100% français parce que le marché français ne suit pas. Donc pour accompagner cette montée en volume de cette filière poire, l'idée c'est de pouvoir proposer à nos fournisseurs des contrats 100% bruts de cueil. Donc l'idée, c'est de s'engager à valoriser l'ensemble des poires qui sont sur l'arbre. Donc ce qui peut, sur notre fonds de rayon, sur les catégories 1, de pouvoir avoir des actions sur les catégories 2, donc des actions temporaires, et de trouver des débouchés en termes de jus
ou même cosmétiques. Enfin voilà, on explore plusieurs pistes pour des débouchés aussi autres que la poire de table et le jus. Voilà en termes d'action. Et puis pour anticiper donc les freins, alors le frein, je crois qu'on l'a ressenti le plus fortement dans nos discussions avec les fournisseurs sur la filière pomme-poire. Un peu moins sur d'autres filières, mais sur la filière pomme-poire, on sent vraiment ce plafond de verre réduire encore. Ils ont l'impression d'avoir déjà fait tous les efforts et d'arriver à un plafond où on se dit non, on a optimisé au maximum, on a des outils d'aide à la décision, on utilise du biocontrôle, comment vous voulez qu'on réduise encore plus? Donc nous, on le ressent ce frein-là et on le comprend, et l'idée, c'est pas d'imposer un 50% de réduction, mais bien de commencer à monitorer et de voir comment on peut avancer ensemble. Peut-être un deuxième frein que je mettrais en avant, peut-être plutôt de notre côté. On parlait de la belle pomme tout à l'heure. Alors ça, c'est vraiment pour l'instant quelque chose sur lequel nos acheteurs ne veulent pas revenir, et on le comprend parce que le marché est là. Donc si nous, on décroche, on ne peut pas décrocher de nos concurrents. Donc c'est vrai que peut-être que c'est une des limites à ces démarches filières où finalement on a aussi besoin de démarches qui soient plutôt au niveau du marché pour se mettre d'accord, peut-être sur des standards un peu différents que les standards actuels. Merci beaucoup. Donc, on y arrive aux consommateurs. Attends, je vais te passer le micro. Donc, voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des stratégies vis-à-vis des consommateurs pour qu'ils arrêtent d'acheter que des belles pommes? Alors, bonjour à tous. C'est difficile de terminer cette table ronde sur un sujet consommateur. Je vais rappeler un petit peu le paysage à Prifel. On est une association un petit peu singulière dans votre paysage où on travaille le lien entre l'information, le consommateur, la recherche. Et on a un avantage, c'est qu'on a une gouvernance particulière avec des associations de consommateurs qui nous posent plein de questions sur l'alimentation et les fruits et légumes. Alors, on essaie de traiter ces questions en collaboration avec certains d'entre vous qui sont notamment basés à Avignon. Bonjour Frédéric, j'en profite, si tu es encore là. Et je vais essayer de vous traduire un petit peu les questions qu'ont les consommateurs autour de l'alimentation et des fruits et légumes et des pesticides. Alors, on va d'abord parler du consommateur et de l'acte de consommation, et ensuite on parlera du citoyen et de l'attitude, qui sont deux sujets différents. Sur le premier sujet, le consommateur, ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, c'est de l'accessibilité. Alors, c'est quoi l'accessibilité? C'est du prix et c'est de la proximité d'achat. Et ça, on a beau le décortiquer comme on veut, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. On le voit encore dans les enquêtes d'achat qu'on suit tous les ans. On a une stagnation de l'achat, voire une légère érosion, mais ce qu'il cherche et ce qu'il veut, c'est du prix et de la proximité d'achat. Alors, désolée pour tous vos cahiers des charges, mais voilà. En tout cas, c'est une réalité. Alors, quand on creuse un petit peu les déterminants de ces critères d'achat, vont ressortir la proximité locale, donc le côté je suis proche du producteur, il y a une histoire à raconter, la saisonnalité, voilà, ça sort. Ils ne savent pas toujours trop ce qu'il y a dedans, mais ils le disent. Et derrière, arrive encore cette notion de prix et de qualité visuelle, et je rejoins Marianne, où apparemment ça n'en démord pas. Donc là, on est sur des photographies qui sont instantanées et qui ne projettent pas au final de ce qui va se passer. Donc là, on va travailler sur un deuxième pan qui est l'attitude du consommateur. Et là, on va s'adresser aux citoyens. Alors, la première question, c'est est-ce que vous avez confiance? Oui, ils ont confiance dans les fruits et légumes à 93%. Youpi, ça se maintient. Ce sont des produits de confiance, ils aiment ça. Il y a néanmoins des poches d'inquiétude qu'il faut traiter dans la déclaration. Et les pesticides ressortent en poche d'inquiétude, mais pas en premier. La première poche d'inquiétude, c'est le changement climatique. Oui, mais ça va mieux en le disant. C'est-à-dire que derrière, quand on creuse le changement climatique, c'est est-ce que j'aurai du produit demain? Est-ce que je vais pouvoir manger? Je vous le traduis en termes de consommateur. Donc, est-ce que j'aurai une offre en France qui me permettra de répondre à mon besoin et qui sera toujours accessible tel que je l'ai décrypté. Et les pesticides, le sujet des pesticides arrive en 3e, 4e, 5e position
avec, on va dire, moins d'un Français sur deux qui ont cette zone d'inquiétude dans leur comportement de citoyen. Bon, en fait, ce n'est pas le premier sujet pour le consommateur. Alors, Marie-Hélène, tu vas dire, mais qu'est-ce que vous faites de ces questions? On essaie d'y répondre quand même. Alors, sur la poche des pesticides, on a traité une question qui est très pratique du consommateur, c'est est-ce qu'il faut que j'épluche mes pommes? Oui, c'est une question qui n'est pas traitée par la recherche, hein. Donc on l'a traitée. Donc, par exemple, et il y a une publication que je vous invite à lire, je ne vous donne pas la réponse, sinon ce serait trop facile, que je vous invite à lire sur est-ce qu'il faut ou pas éplucher ses pommes. Sur la question du changement climatique, je m'y attarde un tout petit peu. La question, c'est est-ce que si je mange fruits et légumes demain ou autre végétal, j'aurai une assiette durable? Voilà. Et donc, on a répondu aussi à cette question. Donc, on essaie tant bien que mal de répondre aux questions qui sont posées par les consommateurs citoyens. Et la démarche éco-phyto, elle est entendue, elle est comprise, elle est... Alors, quand on la décrypte un petit peu, elle est confiance dans les labels et la labellisation. Elle est achetée à travers une marque, mais elle n'est pas traitée en tant que telle par le consommateur. Merci Delphine. Si ça vous va, on va commencer à prendre des questions. On a entendu nos invités. À Avignon, est-ce que vous avez des questions ? On les fait fuir. Ouais, non. Il y a des questions, donc je fais passer le micro. J'ai vu une main se lever. Voilà. Merci. Fanny Vernier, toujours Chambre d'agriculture du Var. Moi, j'aurais des questions principalement par rapport aux deux dernières intervenantes. Pour commencer, en fait, j'ai tiqué sur période d'apport obligatoire. En fait, ma question, c'est est-ce que du coup, vous, grande distribution, vous avez des réglementations ou des obligations de tout ordre, juridique, économique, peu importe, j'en sais rien, sur une période d'apport obligatoire, comme quoi on ne pourrait pas avoir de pommes françaises, enfin que de la pomme française. Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est sur l'IFT. Vous dites que vous tenez compte de l'IFT, c'est une bonne chose. Par contre, est-ce que vous tenez compte du détail de l'IFT? Parce que l'IFT, c'est un indicateur. On peut mettre du biocontrôle, on peut mettre des produits chimiques. Voilà. Et quand on regarde que l'IFT, on peut avoir des IFT à l'échelle d'une exploitation qui augmente, mais en fait, il a remplacé 2 traitements chimiques par 4 applications ou 8 applications de biocontrôle. Donc voilà, vraiment faire cette distinction, parce que je pense qu'en termes de communication, on n'est pas du tout sur la même incidence phytosanitaire. Désolée, j'en ai plusieurs là, à la suite. Par rapport à la belle pomme, et ça rejoint du coup la dernière intervention là, sur ce que souhaite avoir le consommateur avec la qualité visuelle aussi. Est-ce que du coup, et là c'est plutôt une question d'ordre ouvert, on n'aurait pas des stratégies de communication à mettre en place en s'inspirant grandement de ce qui est fait en vente directe, quand on a des producteurs qui peuvent expliquer à leurs consommateurs, à leurs concitoyens, pourquoi leurs fruits ne sont pas tout à fait dans les normes visuelles. Mais voilà, ça c'est une question plutôt d'ordre général et je pense vraiment important en fait de faire évoluer l'éducation qu'on a par rapport à cet aspect visuel. Voilà, donc c'est mes 3 grandes questions, donc période d'apport obligatoire, IFT et belle pomme. Merci. Merci Fanny. Alors sur l'import, j'ai parlé uniquement Pink Lady, puisque c'est là où on est obligé d'avoir cette période d'import qui est imposée par la marque en fait, tout simplement. Même s'ils sont en train d'évoluer pour avoir une période d'import de plus en plus réduite, mais jusqu'à très récemment, on avait cette période d'import obligatoire sur Pink Lady. Sur tout le reste, on est 100% français toute l'année. Donc ça, c'est le premier point. Sur la question des IFT, effectivement, l'IFT qu'on monitore et sur lequel on va regarder la réduction, c'est l'IFT hors biocontrôle. Et même en pommes, les fournisseurs nous ont poussé un objectif complémentaire à cette réduction de 50% de pesticides, qui est l'augmentation de l'IFT de biocontrôle. Donc on monitore à côté.
Voilà pour l'IFT. Et sur la question de la belle pomme, tout à fait d'accord sur l'idée de sensibilisation, mais encore une fois, je pense que c'est pas quelque chose à réfléchir, en tout cas en tant que distributeur, de façon individuelle, mais ça devrait être une réflexion collective. Ah, je me permets Ça parce que c'est des questions... une nouveauté de Lidl. Une nouveauté de Lidl. Je me permets parce que c'est une question qu'on traite souvent avec les associations de consommateurs qui disent on devrait mettre des moins beaux produits. Alors, il y a plusieurs sujets. C'est effectivement un des verrous qu'il faudrait peut-être travailler au niveau de la recherche. C'est en 2050, si tout change, qu'est-ce que le consommateur est prêt à accepter ou pas? En fait, on n'est pas capable d'y répondre. Par contre, il y a des choses qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne connaissent plus les fruits et légumes. Et la première éducation à faire, c'est déjà qu'ils connaissent les produits, qu'ils se rapprochent du produit avant d'aller leur proposer d'autres choses. Donc, en fait, c'est encore un pas de temps de transition que j'ai envie de lancer et sur lequel les associations de consommateurs sont assez réceptifs en disant ouais, en fait, on demande ça, mais on n'est pas prêt. Parce que même nous, quand on achète beau. Donc, le pas de la transition et surtout le pas de la pédagogie, y compris sur des jeunes générations qui ont besoin aussi de progresser sur des produits bruts qu'on leur présente, etc., et qui reconnaissent des différences de variété, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi l'usage, etc. Voilà. Donc je fais attention à la demande du beau, à comment le traiter à court et moyen terme. Ouais, je voudrais faire une intervention sur... Excusez-moi, je Juste, on a un rebondis complément. simplement en fait, sur l'éducation. C'est un complément de question. Je suis tout à fait consciente qu'il y a cette éducation qui doit être faite. Et à mon sens, elle peut être permise justement par la force des grands groupes sur tous les aspects communication. Parce que nous, en production, on a un peu la tête dans les exploitations. On n'a pas forcément le corps de langage ou la force économique de faire des plans de communication à grande échelle. Donc là, ça peut être vraiment l'intérêt du coup d'avoir le poids d'une grande distribution. Mais par contre, sur l'éducation, et je vous rejoins quand vous dites qu'il faut aussi rééduquer les jeunes générations à qu'est-ce que c'est un fruit et légumes, c'est même qu'est-ce que c'est l'agriculture tout court, parce que quand on prend en stop un jeune qui ne sait pas que la fleur est jaune de la tomate avant la tomate, on prend peur, quoi. Donc ça, c'est juste une réflexion personnelle, mais ça montre vraiment la déconnexion entre la vie de tous les jours du citoyen lambda, si je caricature, qui est en ville, loin de la terre de la campagne. Voilà. On ne peut que vous rejoindre sur ce sujet, on y œuvre. Juste un petit complément. Voilà, Ouais, je voulais faire un complément. Faut pas oublier que la pomme, la poire, enfin voilà, ce sont des cultures pérennes. Produire des beaux fruits, ça ne demande pas plus d'intervention phytosanitaire que de produire des moches fruits. Pour produire des moches fruits, ça voudrait dire que l'arbre est attaqué. On ne vendra pas des pommes qui sont touchées par le puceron cendré. C'est pas commercial, c'est même pas alimentairement possible. On ne commercialisera pas des pommes qui sont piquées par le ver du Carpocaps. C'est pas possible. Donc, produire des moches fruits. Comment ? Si vous allez accepter de la tavelure, jusqu'à quel point vous acceptez la tavelure, ok, sur les pommes, mais sur l'arbre, jusqu'à quel point vous acceptez la tavelure sur l'arbre, qui peut mettre en danger la récolte future. Donc, ce n'est pas une question de je fais des beaux fruits et puis on est suspicieux parce que toutes les belles choses, c'est suspicieux. Non, c'est on protège, on a un métier de protection de l'arbre, mais on a aussi un métier de protection du fruit. La pomme se conserve. Et vous êtes bien placé en transformation pour le savoir. C'est un fruit qui n'est pas bien récolté ou qui a eu des changements, enfin, un climat, comme on a eu en fin de saison, compliqué, peut provoquer des désordres physiologiques, notamment la patuline, qui au niveau sanitaire et puis au niveau risque pour la santé humaine n'est pas négligeable. Donc c'est un risque important. Et donc plus vous allégez ces traitements de conservation, plus vous augmentez ce risque. Donc il faut le rapporter en termes de risque. Qu'est-ce qui est le mieux ? Est-ce que c'est d'utiliser un peu de produits phytosanitaires et d'avoir quelque chose de sain ? Ou c'est de prendre, comme on était il y a quelques décennies, et ça on oublie un petit peu, on joue à la roulette, et puis soit on se le chope, soit on ne se le chope pas, quoi. Voilà. Donc, juste, je voulais faire l'intervention, c'est que c'est une plante pérenne, et nos interventions sont là pour qu'on puisse produire régulièrement des pommes. Tout écart,
c'est ça qui est assez stressant, c'est que le petit écart qu'on fait une année, on se le récupère x5, x10, x100 l'année suivante. C'est ce qu'on parle d'inoculum. On en a parlé ce matin. Voilà, pour réduire l'inoculum, il faut faire des actions. Donc, quand on travaille une année, on travaille sur 2 années en fait. Voilà. Et donc, ça ne prend pas plus de temps, pas plus d'intervention de faire des beaux fruits que de faire des moches fruits. Parce que, voilà. Donc, je voulais clore un peu le débat sur ce truc-là. L'intérêt et vous l'avez dit, hein, c'est, voilà, vous êtes à un marché, on propose des beaux fruits. L'intérêt vis-à-vis de la valorisation du producteur, c'est de valoriser l'ensemble des fruits. Donc, on parle plutôt de segmentation marketing. Vous avez une offre de beaux fruits pour ceux qui sont intéressés par acheter des beaux fruits. Et puis, vous avez la 4.2, mais la valeur intrinsèque du fruit, comme vous le mettez dans les compotes, hein, le fruit est produit de la même façon. Il a une valeur nutritionnelle identique aux beaux fruits, mais c'est une segmentation. Ça permet de valoriser l'ensemble de notre surface de pommiers, mais pour ceux qui préfèrent, qui ont un fiche de l'aspect esthétique, eh bien, ils vont prendre ce choix-là. Et puis pour ceux qui veulent avoir une belle corbeille de fruits, enfin avoir un beau fruit, ils vont prendre de beaux fruits. Mais en rien, enfin, il ne faut pas opposer beaux fruits, moches fruits. Pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà. Merci de cette précision. On va passer à des questions à Angers. Pour l'instant, s'il y en a. Juste, Marie-Hélène, on a une question qui était en attente, si c'est possible de la prendre. Vas-y, Julie, et après on prendra Angers. On vous laisse la parole. Oui, bonjour. Jean Nougaillac, donc je suis producteur de pommes. Certains autour de la table me connaissent. Bonjour Pascal, bonjour Céline. Il y a une question qui n'est pas abordée. C'est le respect du fruit sur l'étal à la mise en rayon. On parle beaucoup de beaux fruits, on parle beaucoup de fruits piqués, de fruits, enfin, etc. Autant que je sache, dans nos exploitations, nous demandons des normes sanitaires, que ce soit au niveau du ramassage, soit au niveau des coopératives, des mises en plateau, etc. On demande des normes drastiques de sécurité. Et puis le fruit arrive dans un super état, il arrive en rayon. Les chefs de rayon, des fois, mettent en rayon, vous n'allez pas me contredire là-dessus, parce que les fruits sont des fois jetés un petit peu. Les consommateurs tripotent les fruits dans tous les sens, et en 15 secondes, on détruit la valeur du produit. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire pour faire respecter le produit et le travail de toute une filière ? Alors peut-être sur le consommateur, c'est le consommateur français qui tripote. Nos collègues allemands n'ont pas du tout les mêmes soucis en termes de comportement de consommateurs. Alors je ne pourrais pas répondre sur le fait que certains chefs de rayon jetteraient les fruits. En tout cas, j'ai l'impression que les rayons chez Lidl sont plutôt bien tenus. Donc, on voit le pouvoir que peuvent avoir les transformateurs ou les distributeurs. Est-ce que vous rentrez dans des démarches d'évaluation de votre pouvoir à faire changer les pratiques, comme on peut avoir des évaluations sur l'impact de mesures publiques, de subventions, par exemple via les mesures environnementales et climatiques ou autres paiements pour services environnementaux? Donc, autrement dit, est-ce que vous êtes accompagné ou vous-même vous faites des évaluations pour mesurer votre impact sur la filière? Alors, dans la transformation de la compote, encore une fois, on est en ce qu'on appelle le double fin. Donc, les fruits qui ne vont pas être en mesure d'être commercialisés, et quelles que soient les filières de frais, c'est le gros de nos approvisionnements. Hein, c'est 75% de nos approvisionnements. Donc, ça veut dire que changer l'impact, si Pascal ne modifie pas ses pratiques, je ne bénéficierai pas de l'avantage des pratiques. Donc ça veut dire qu'il faut que le frais et l'industrie travaillent de consort pour faire modifier les pratiques. Lorsque je suis en verger dédié, parce que j'ai aussi une part de mes approvisionnements en verger dédié, là effectivement on peut mesurer les impacts, parce que année après année, on est en mesure de mettre en place des choses et de pouvoir effectivement mesurer les bénéfices des différents
programme que l'on va mettre en place dans les vergers. Et là, je peux le faire. Mais sinon, dans la grande majorité des cas, puisque c'est 75%, je valorise un écart de tri, ça s'appelle comme ça, un écart de tri qui vient chez moi. Et donc, il faut que ce soit l'entièreté de la profession qui bouge. Et c'est pour ça qu'on souhaiterait aussi que le cahier des charges VER, on puisse nous donner aussi des inputs pour que voilà, on fasse aussi avancer la partie transformation. Merci. Une question. Du coup, je pose une question de chercheur. Qu'est-ce que vous attendez de la recherche sur ce domaine en particulier et comment il faudrait fonctionner avec vous pour mieux répondre à vos attentes? Bon, ça s'adresse plus peut-être à Pascal ou Philippe ou toi, Rémi, je ne sais pas. À la limite, je vais prendre le micro, il était devant moi. Mais effectivement, ce qu'on attend de vous, c'est effectivement lever des verrous. Hein, ça, on l'a bien vu ce matin avec ce qui a été exposé. Il y a quand même des choses qui restent encore à travailler. J'ai trouvé super intéressant les présentations qu'il y a eu en Verger, effectivement, pour vous de passer de l'échelle labo à effectivement une mise en verger. Et je trouve que là-dessus, on se rejoint bien et on fait bien la jonction. Donc je trouve que cette démarche-là, elle est vraiment super. Donc il y a beaucoup de fronts à attaquer. Hein. Alors si on veut regarder dans le technique, l'Antonome, l'Oplocamp, on en a parlé cet après-midi, c'est vraiment des choses qui sont hyper importantes à travailler et sur lesquelles on doit mettre des moyens. Voilà. Après, sous ta casquette sélection variétale, c'est vrai que c'est aussi un levier intéressant. Malgré tout, c'est pareil, il faut mettre des jetons sur quelque chose dont on aura les résultats dans quelques dizaines d'années. Alors c'est un levier puissant. Voilà, donc c'est-à-dire que nous, on continue à travailler là-dessus et effectivement, on peut continuer à avoir des collaborations. Non, voilà, donc c'est un des outils qu'on doit avoir à notre portefeuille de travail, quoi. Donc là, on se situe sur du long terme, mais sur des approches plus court terme, on va être sur la substitution et l'efficience, quoi, globalement. Hein. Mais il y a une grosse demande. Hein. On voit qu'on n'a pas de solution à tout. Et puis derrière, il y a le coût de ces modifications d'itinéraire, de ces nouvelles pratiques qui est à prendre en compte pour que les producteurs, et nous les transformateurs aussi, enfin on parle d'un ensemble de filières, puissent en vivre. Voilà. Enfin, on ne fait pas des produits pour se faire plaisir. Enfin, il faut aussi en vivre. Voilà. Moi, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a le premier, la notion de résilience. Alors, les programmes de développement de variétés, ils prennent beaucoup de temps, mais est-ce qu'on pourra encore produire de la pomme dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Parce que est-ce qu'on aura encore assez d'eau? Et où est-ce qu'on la produira en France? Donc, au-delà de ça, c'est est-ce qu'on peut travailler aussi dans la sélection pour rendre les plants moins gourmands, enfin, sont de prélèvement. Premier sujet. Bon, et le deuxième sujet, ça a été un peu abordé ce matin, entre la préoccupation du terrain et la recherche très en amont, est-ce qu'on a bien toutes les bonnes passerelles? Alors bon, c'est un sujet plus politique, mais est-ce qu'on a bien les bonnes passerelles? Donc en ce qui nous concerne, enfin en ce qui me concerne, la recherche, moi, on est de plus en plus dans des systèmes systémiques. Hein, voilà, c'est de plus en plus compliqué d'isoler un domaine de recherche, on l'a vu ce matin. Il faut toujours extrapoler, parce que quand on isole une problématique et qu'on fait uniquement une recherche sur la problématique, il faut bien voir les conséquences que ça peut avoir à 1 an, 2 ans, et dans un système. Parce qu'on a parlé d'aménagement, de biologie. Les biologies, c'est très complexe, ça fait des matrices hyper complexes. Donc c'est de plus en plus compliqué d'extrapoler. C'est ce qu'on voit nous au verger, c'est-à-dire que plus on apprend et moins j'en sais, quoi. Voilà. C'est un peu la problématique. Ce qu'on attend des chercheurs, et on l'a évoqué ce matin, on a des problèmes de changement climatique, on a des problèmes de nouveaux parasites. Donc, avant de parler de réduction de phyto, c'est essayer de trouver des moyens, et en lien avec la production, et de répondre ou de mettre en place des méthodes qui nous apportent des solutions. Voilà.
pour la drosophile, qu'est-ce qu'on a comme solution? On n'a pas de solution. On aura de plus en plus de problématiques comme ça. On ne va pas répondre la drosophile, on ne va pas répondre la punaise. C'est des réponses systémiques qu'on a besoin et en lien avec les producteurs. Avoir des réponses qui soient économiquement viables et qui soient pratico-pratiques. Voilà. Mais on a besoin de cette recherche fondamentale pour mieux comprendre tout ce qui se passe si on veut réussir à intégrer dans un système une lutte efficace. On parle de glossporium, on parle de l'activité microbiologique dans les sols. On a besoin de savoir quelles souches sont nécessaires, voilà, pour qu'on ait une bonne dynamique dans le sol, pour qu'on ait un verger qui soit le plus résilient possible. Mais voilà, ce qu'on a besoin, c'est une recherche qui soit au plus proche des producteurs. Ah, voilà, ce genre de journée, au moins, a le mérite de ça, de faire passer le message et de trouver des solutions ensemble pour essayer de tracer des solutions viables. Voilà. Merci, on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a une question urgente dans le chat? Non. Une mini 3 secondes. Merci Anne Duval-Chaboussou, c'était bien fait. Juste une remarque sur un outil qui a été peu évoqué par rapport à la distorsion de concurrence. En avril 2023, il y a eu un arrêté législatif qui a interdit la commercialisation de cerises avec du Fosmet en France. Parce qu'on n'avait plus donc cet insecticide en France et qui s'est arrêté là en septembre depuis que l'UE a interdit le Fosmet partout. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas assez cet outil législatif? Une réponse courte et ensuite on arrête la table ronde. C'est ce qu'on appelle les clauses miroirs et Anaïk en a très bien parlé dans son projet Prétag et on est des fervents défenseurs de cette clause miroir et notamment sur la banane, on y travaille activement. Merci beaucoup, merci à vous tous les 5, c'était intéressant. Voilà.